Donc on va commencer par la biographie d'Aristote. Aristote, né en 384 avant l'ère vulgaire, l'ère qu'on compte aujourd'hui, dans laquelle on vit, il a amené et conclu toute la pensée grecque. Lorsqu'on s'adresse à la pensée grecque, la maskana, la fin, la conclusion de tout ce qui a été trouvé, c'est Aristote qui l'a condensé et qui l'a transmis. Lorsque nous, on veut comprendre la pensée grecque, c'est écrit comme ça dans les livres le petit-fils du Roche, tout le monde pense comme ça, que Aristote, il est la conclusion de la pensée grecque. Maintenant, Aristote, il a essayé de mettre en place des systèmes de gestion du monde qui expliqueraient comment le monde fonctionne. En fait, la pensée grecque, jusqu'à aujourd'hui, elle influence la science dans beaucoup de domaines, comme la physique, la biologie, la rhétorique, tous les domaines, en fait, de la recherche, de la pensée, sont infiltrés par la pensée grecque, et jusqu'à aujourd'hui, nous-mêmes, on est influencé par la pensée grecque. Cette pensée grecque, elle s'est enracinée dans la culture que l'on reçoit, cette culture extérieure. Bien sûr, à l'exception des Talmidei Chachamim, des grands Talmidei Chachamim, qui eux vont d'après les systèmes de la Torah, on est tous imprégnés par la culture et la pensée grecque. Maintenant, il faut savoir que Aristote, il a mis en place une théorie, on verra plus tard, qui en fait, il a pris de chez nous, cette théorie qu'il a appelée la théorie des sphères, le mouvement des sphères. C'est-à-dire qu'il a compris que dans le monde, il y avait des influences provoquées par des sphères qui étaient en mouvement. Il a même trouvé qu'il y avait 9 sphères et une trouvée. Il a même... Tout ça, on découvrira après, que ces sphères-là, elles influençaient en fait. Elles influençaient la matière, et que tout ce qui se passait dans la matière, ça venait en fait de cette théorie des sphères. Son élève, Talmid Mouvak, son élève le plus proche, qui était Alexandre Mogdon, a fait un chibour, un traité qui s'appelle Le principe de toute chose, où là-bas il explique toute la pensée, la conclusion de la pensée d'Aristote. D'ailleurs, le Rambam, il conseille de ne pas étudier dans le livre d'Aristote, il vaut mieux lire dans les livres de ses élèves. Alors maintenant, on va voir la pensée grecque, comme j'ai dit, deuxième partie, la pensée grecque face à la Torah et face aux sages de la Torah. Le Rambam, dans les Igeret à Rambam, déconseille d'étudier, comme je viens de le dire, dans les textes d'Aristote. Il demande, comme on vient de dire, d'étudier non ceux qui ont parlé d'Aristote. Le Gaon de Vilna dit que s'il était à l'époque du Rambam, il aurait pu démonter toute sa théorie et tous ses principes très facilement. Il ne l'a pas fait, et d'ailleurs, Shimon HaTzadik, si lui, déjà le Gaon, il pouvait le faire, c'est sûr que Shimon HaTzadik, qui a rencontré lui-même Alexandre Mogdon, comme c'est écrit là-bas dans la Gemara Yoma, page 49, il a rencontré Alexandre Mogdon et il ne l'a pas contredit. Alors, le Gaon explique qu'il ne l'a pas contredit et il ne lui a pas prouvé la vérité parce que c'est sûr que Aristote, il connaissait la vérité. Il savait tous les principes de la vérité. Mais comme il dit, Kavanato Limrod, la pensée d'Aristote, c'était de se révolter contre le Créateur. Aristote, il a essayé de montrer que ce monde, il a des principes, comme on a dit au début, qu'il le gère, qui sont indépendants du ciel, qui n'ont rien à voir avec le ciel. Bien que, effectivement, les Grecs, ils sont venus sortir de l'idolâtrie des étoiles
et de l'idolâtrie du soleil, ils ont dit que la matière, elle avait en fait elle-même une force qui pouvait agir sur le monde, la théorie des sphères. Ils voulaient déconnecter, c'était leur kavana, c'était de déconnecter la pensée et la science du Créateur, Chas v'Shalom. Donc ils n'avaient aucun intérêt à expliquer à Aristote la vérité, il la connaissait. Voilà. Maintenant, le Kuzari est très violent contre Aristote. Il dit en fait que c'est impossible que la Chokhma d'Aristote elle ait une valeur, parce que Aristote, le grec, descend de Yéphet. Yéphet, un des enfants de Noach, de Noé, et Yéphet, qui habitait dans les contrées du Nord, c'est comme ça qu'il le décrit, ne peut pas avoir reçu la Chokhma. Pourquoi ? Parce que la Chokhma, elle a été donnée à Shem. Shem, c'est le fils de Noach qui a reçu la Chokhma, qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour diffuser la Chokhma au monde. Et donc, il est impossible que Yéphet ait de la Chokhma. La Chokhma, elle est passée que par Shem. Quand on entend ça, on sent que c'est un peu... pas des preuves, ça c'est une croyance, c'est une émouna. Eh bien non. Eh bien non, parce que le Kuzari ramène, là-bas, il y a un livre qui s'appelle le Otsar Nichmad, où il y a un commentateur du Kuzari, dans le Mahamar Rishon, page 18, il explique que, en fait, la Chokhma des Grecs, elle vient de chez nous. Là-bas, il explique que elle a été volée en fait à Shlomo HaMelech. Mais c'est un peu, là-bas, c'est un peu vague. C'est écrit comme ça, mais c'est un peu vague. On retrouve dans les écrits du Neched du Rosh, le petit-fils du Rosh, dans un livre qui s'appelle le Sefer HaZechira. Dans le Sefer HaZechira, là-bas, il ramène, il dit, le fils du Rosh, il dit, moi, j'ai toujours... En fait, là-bas, c'est page 550, et le fils du Rosh s'appelait Rabbi Meir al-Dabi. Rabbi Meir al-Dabi, il explique que toute sa vie, en voyant les écrits de Aristote, il était très, très, très contre. Il ne pouvait pas supporter d'entendre cette Chokhma. Et un jour, Akadosh Baruch Hu l'a amené à découvrir la vérité. Il a trouvé en fait cette chose. Il dit Az Noda Davar. Ah, la chose a été dévoilée. Eh bien, il a compris qu'en fait, Aristote, c'était le rave de Alexandre Mogdon, Alexandre le Grand, Alexandre le Macédoine. Quand ils allaient dans leur conquête, ils allaient ensemble. Il amenait avec lui son rave Aristote. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, il dit là-bas que Aristote a été se promener dans les trésors de Shlomo HaMelech et il a trouvé là-bas les écrits de Shlomo HaMelech. Il a pris tous les écrits de Shlomo HaMelech et Itikotam, il les a copiés et il a transformé certaines choses. À la fin, il a signé, il a pris ces documents et il a enfui, il a caché les écrits de Shlomo HaMelech et il a révélé au monde ce qu'il venait de découvrir et de comprendre. En fait, il dit, là-bas, le Neched du Rosh, le petit-fils du Rosh, il dit, enfin on sait que toute la Chokhma de Ishmaël et de Yavan, elle vient entièrement de chez nous, des Bnei Israël. Comme ça, il écrit là-bas, par ce fait qu'il a subtilisé la Chokhma. Et il dit qu'en fait, tous les écrits de Aristote sont recs, ils sont vides de sens. Mais
il a rajouté un point quand même. Malgré tout, il dit, puisque je me suis fatigué à rentrer dans ces écrits, à comprendre, à trouver tout ça, j'ai quand même bien analysé tous ces écrits des Grecs. Il dit, comme on prend une grenade, on enlève la clipa, l'écorce et on mange quelques grains, j'ai quand même retenu quelques enseignements de Aristote que j'ai gardés, qui sont quand même quelques points. Alors nous, on peut dire qu'il n'y a pas de sheker, où il n'y a pas un petit peu de vérité. Donc c'est sûr, pour que cette chorma, elle s'est tellement répandue, il est sûr qu'il y avait quelques grains de vérité qui ont permis à tout ce sheker d'être transmis dans le monde. Voilà, ça donc, c'est la pensée des Chachamim par rapport à la chorma grecque. Alors maintenant, troisième partie, c'est le sens de la civilisation grecque et de la pensée grecque par rapport au déroulement du plan divin. Donc le Tana d'Ebbe Eliyahu nous explique que le monde, il est fait de trois parties. 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de temps messianique. Donc ces 6000 ans, c'est la durée du monde, et donc la 7000e année, c'est Mashiach, le Shabbat du monde. Donc les deux premières millénaires, ils sont très proches de la création du monde, donc l'homme y croit encore à la création du monde par Hachem. Tout le monde sait qu'Hachem a fait le monde, mais ils savent encore, comme ça dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, ils veulent remercier, ils ont une reconnaissance pour les astres qui nous transmettent la volonté divine. Donc c'est pour ça qu'ils remercient le soleil, ils remercient la lune, ils remercient le feu, ils remercient l'eau. Tous ces éléments, ils ont compris que c'était des intermédiaires de la volonté divine. Tout ça, ça se passe très bien au début. Tout le monde sert les transmetteurs, les serviteurs d'Hachem. Mais malheureusement, très vite, on oublie qu'ils ne sont que des émissaires et on commence à servir les astres, les étoiles, les déesses, quelles qu'elles soient, en elles-mêmes. C'est-à-dire, on oublie complètement qu'ils ne sont que des reflets de la volonté divine. À l'exception de quelques neshamot très très grandes qui avaient à cette époque-là, qui continuaient à révéler le ratson, la volonté divine dans le monde, la connexion avec Hachem, que ce monde est fait par Hachem, à part de quelques rares neshamot, parce que sinon le monde n'aurait pas pu tenir, alors tout le monde servait ses idoles. Dans cette ambiance-là, né Avraham Avinu, comme on sait, il s'est battu contre les idoles, il a connecté le monde avec la présence divine. Il est né en 1948 de la création du monde, et on dit que c'est à ce moment-là, donc c'est la fin des deux premières millénaires, c'est à ce moment-là que commence la deuxième partie, la partie de Torah. Torah, c'est-à-dire de Chokhmah, de réflexion. Cette partie 2000 ans de Torah, c'est exactement dans cette situation, dans cette ambiance qu'a va apparaître la pensée grecque. Donc jusqu'à présent, dans ces 2000 ans, la pensée était traduite, elle était amenée directement d'Akadosh Baruch Hu à l'homme, par la névoie, par la prophétie. L'homme recevait la volonté d'Hachem directement, le Navi nous transmettait ce qu'il avait reçu, et c'est comme ça qu'on savait comment faire, c'est comme ça qu'on savait comment se comporter, comment se diriger, où on devait aller. Mais ceci, c'est encore un objet d'un cours un peu plus long, ça a engendré l'idolâtrie. C'est la prophétie a engendré l'idolâtrie. C'est très simple à expliquer, mais il faut encore du temps. Et ben on a déjà. Et donc Hachem a enlevé
on a prié, les Juifs ont prié pour le Yetzira de l'idolâtrie. Hachem a enlevé l'idolâtrie, mais en même temps, il a enlevé bien sûr la névoie, puisque c'est connecté. Alors il fallait quand même qu'on reçoive la parole divine. À ce moment-là, il est intervenu une nouvelle anaga, un nouveau comportement d'Hachem dans le monde. C'est la anaga de la Chochma, de la Torah. À partir de maintenant, le Chacham, il va, à partir des textes de la Torah, ressortir des textes la volonté divine. Bien sûr, comme c'est expliqué, le Rav Moshe Shapira, Zichron Bracha, il avait très bien expliqué ça, qu'à partir du moment où on va commencer à exprimer, à comprendre avec notre propre compréhension, ça engendre bien sûr les erreurs de compréhension de chacun et ça va provoquer des marloktot, des antagonismes entre les hommes, entre leur façon de comprendre. Mais malgré tout, Baruch Hashem, Hashem est toujours là, et même la compréhension, c'est quand même Hashem qui la donne, il y a Garata ou Matzata, et on est quand même arrivé à amener la volonté pure d'Hachem malgré les erreurs. Donc on a dit qu'à ce moment-là intervient la civilisation grecque. Pourquoi intervient la civilisation grecque? Alors on va comprendre, c'est marqué en fait dans la Gemara, dans Yoma, Daf, même tête, là-bas que Alexandre Mogdon, Alexandre le Grand, qui allait donc dans toutes les conquêtes, comme on l'a dit avec Aristo, et il était en train d'aller vers Yerushalayim, et Shimon Hatzadik est parti à sa rencontre. Ils se sont rencontrés à l'aube. Alexandre Mogdon a sauté de son cheval, il s'est aplati par terre devant Shimon Hatzadik, et il s'est relevé. Les capitaines d'Alexandre Mogdon lui disent, mais je ne comprends pas, comment tu peux te prosterner devant un juif? Un homme, un empereur comme toi. Alors il leur a dit, écoutez bien, toutes les conquêtes que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à lui. Dans mes conquêtes, je le vois, il apparaît et il me dirige par où il faut aller et par où il faut aller. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Shimon Hatzadik a besoin de diriger les Grecs? Alors sur ça, une petite parenthèse très intéressante. En fait, Shimon Hatzadik, c'est le précurseur de la Torah chez Béalpé, de la Torah qui est compris par le Chochma de l'homme. Dans les Pirkei Avot, le premier qui apparaît et qui parle en son nom, Ve Shimon Aya Omer, il dit. Qu'est-ce que ça veut dire Aya Omer? Jusqu'à maintenant, la transmission elle se faisait d'homme en homme. Kibel, Massar, il a reçu, il a transmis, hop, Ve Shimon Omer, il dit. Alors ça c'est le début de la transmission de la volonté divine par l'homme. L'homme maintenant, il dit ce que lui, il a compris de la volonté divine. Et pour instaurer cette nouvelle façon de penser, Shimon Hatzadik, il voulait que descende dans le monde cette anaga, ce comportement où la chorma de l'homme, elle se diffuse. Peu importe la chorma de Goïm, ça peut être aussi une chorma. Chacham adif minabi. Chorma bagoïm ta'amin. On peut croire les chachamim goïm, mais pas la Torah. La Torah, c'est utiliser la chorma pour un principe de vie. Ça, c'est interdit. Mais comprendre qu'il y a des mécanismes qui fonctionnent. Eux, ils les ont analysés détachés d'Akadosh Baruch Hu. Mais nous, on rattache tous ces mécanismes à Hachem. C'est en fait ce qu'a voulu Shimon Hatzadik. Il a pris cette chorma grecque, il l'a soumise à la compréhension du Talmid Chacham qui va apprendre par cet exemple d'utiliser la chorma, kaviachol, si on peut dire comme ça, apprendre, chas shalom, on n'apprend pas, mais qui va être influencé, ça a influencé à une certaine époque, comme dit le Rambam, la pensée en général, et les Talmid Chachamim sont servis de cette koach qu'il y a dans l'homme pour rentrer dans les textes. Vous savez, c'est comme si on peut comparer aujourd'hui, chas shalom mavdil,
que l'Internet, ces moyens de diffusion qu'il y a dans le monde. Alors on aurait pu penser que ça c'est venu que pour les bêtises qu'ils mettent. Mais en fait on se rend compte de plus en plus que la Torah et les Chachamim, ils se servent maintenant de ces principes pour diffuser des messages divins à travers le monde. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait à l'époque un Rav qui parle à 1000 Talmidim, aujourd'hui un Rav peut parler à 15 000, 20 000, 30 000, je ne sais pas combien, je ne suis pas dans les recherches, mais à des milliers de Talmidim. Et ils recevront tous le message. Alors c'est ça, on a pris ce qui a été découvert et ce qui a été amené dans le monde pour l'utiliser pour nous. C'est un peu ce qui s'est passé. Shimon HaTzadik, il dirigeait pour ramener la Chokhma et la rentrer dans le monde. Donc ça, c'est le but. Pourquoi les Grecs sont venus? Pour diffuser cette anaga, cette forme de pensée, et que pour nous, on puisse reprendre ça et l'utiliser au service de la Torah. Voilà, Bezrat Hashem, c'est le but, c'est le tikkun du monde, c'est de rattacher tout ce qui a été créé dans le monde à Akadosh Baruch Hu. Et quand on aura tout rattaché, alors Bayom Mahou Yashem Echad Ushmo Echad. Donc Aristo, ça fait de la peine, mais il y a après, par quelques grains, comme dit le Nechet du Roche, qu'il a tiré, tout le reste, c'est Kazav, Sheker ve Kazav, c'est terrible. Sheker ve Kazav, des mensonges et des inventions. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.